Nous sommes à Francfort, la capitale financière de l'Allemagne. Et c'est comme si tous ces gratte-ciel autour de nous chuchotaient « Vous êtes si petit comparé au grand monde de la finance !» Oh que oui! Et nous sommes loin d'être les seuls à avoir cette impression. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, vu les titres des journaux ces derniers mois. Les marchés nous obligent à faire des économies. Les marchés ne sont pas satisfaits des décisions des dirigeants politiques. Les marchés sont même prêts à renverser des gouvernements. Mais qui sont les marchés, au juste? Oui, qui négocie sur ces marchés? Avec qui? Quoi? Et d'où tire-t-il un pouvoir suffisant pour mettre des États à genoux? Et peut-être même toute la zone euro? Nous allons mener l'enquête ici, à Francfort, et nous vous emmènerons visiter la plus grande place boursière du monde, le siège des plus grandes pointures de la finance, New York. Début novembre 2011, à New York. À Manhattan, en ces temps de crise, les grands maîtres de la finance internationale sont particulièrement peu enclins à dévoiler leur jeu. Mais la chance nous sourit, voici une initiée que tout le monde s'arrache. Bonjour, je vais vous faire visiter New York, notre capitale économique et financière. Sandra Navidi est avocate et conseillère financière. D'origine allemande, elle vit à New York et connaît bien les sommités du monde des affaires, les patrons de banque, les requins et les sauterelles de la spéculation. À Manhattan, le pouvoir du capital est plus concentré que nulle part ailleurs. Dans le monde, vous avez 1400 sociétés qui détiennent toutes de grosses parts les unes des autres. C'est là que se concentre tout le pouvoir. Et là-dedans, vous avez une quarantaine de sociétés financières. Tous les grands instituts financiers possèdent des parts de ces sociétés. Autrement dit, la propriété des valeurs financières, des entreprises de la planète, est concentrée entre les mains d'un tout petit nombre d'instituts. Et la plupart ont leur siège ici. Les manias de Wall Street ne font pas moins de politique que les élus à Washington. Chez Goldman Sachs, un leader du secteur des banques d'investissement et du commerce des valeurs, on se vante même d'avoir des liens étroits avec les décideurs du Congrès. De nombreux dirigeants de Goldman Sachs ont fait ou font encore partie du gouvernement. Son PDG, Lloyd Blankfein, est l'un des patrons de banque reçus maintes fois à la Maison-Blanche en tant que conseiller au début de la crise. C'est pour cela qu'on les a suspectés d'influer concrètement sur les décisions politiques. Disons qu'un patron de banque a des obligations envers ses actionnaires. Il se doit d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour sa banque. C'est inhérent au système. Alors s'il a des représentants à Washington, il est normal qu'il essaie de défendre au mieux ses intérêts. Inhérent au système. Ce système tout-puissant est pourtant ébranlé par la crise qui change à la vitesse grand V ces temps-ci. Nous le découvrirons de plus près tout à l'heure avec notre experte new-yorkaise. Après New York, Francfort. Nous voici au marché, Gunnar et moi. Un petit marché comme celui-là, on sait comment ça fonctionne. J'ai de l'argent sur moi, je le donne aux commerçants et je repars avec un beau melon. Qui sent bon. Dis donc, il n'est pas donné ton melon. Nous sommes en compagnie d'un professeur d'économie, Thomas Heidorn, qui va nous aider à comprendre. Les grands principes sont-ils les mêmes sur le marché financier que sur ce petit marché? Certains sont identiques, d'autres différents. Les deux points communs, c'est que vous venez d'acquérir un produit et que vous ne savez pas exactement ce que vous avez acheté. Vous savez que c'est un melon, mais pas s'il est bon ou mauvais. Vous ne le saurez qu'après l'avoir ouvert. De même, quand vous achetez une action, vous avez acheté un produit, mais vous ne savez pas trop ce qu'elle vous réserve. Mais mon melon, s'il est bon, je le mange. Que peut-on faire avec une action? Vous allez probablement vouloir la revendre un jour. Mais cela veut dire que vous ne saurez que beaucoup plus tard si vous avez de bonnes actions. C'est-à-dire si vous avez une possibilité de les revendre plus cher que vous ne les avez achetées. Et cela, si vous cherchez à revendre votre melon, ce n'est pas possible. Il est probable que vous ne récupérerez même pas votre argent. C'est la grande différence avec le marché financier. Le prix d'achat et de vente sont très proches.
Et tout le monde est à la fois acheteur et vendeur. Cela fait une grande différence. Voilà qui nous mène au protagoniste suivant. En 2011, on aurait pu croire que pour les marchés financiers, les États eux-mêmes n'étaient que des pions de Monopoly. Ce sont les agences dites de notation qui désignent les pays qui ont le moins la cote, comme si la croissance économique était le seul critère essentiel pour estimer les communautés d'États. Cette lumière radieuse qui baigne New York, il y a longtemps déjà que Sandra Navidi n'en est plus dupe. L'analyste nous conduit au siège de Standard & Poor's, l'agence de notation tristement célèbre pour son rôle central dans la crise financière mondiale. Les agences n'ont pas provoqué la crise. Ce n'est pas leur faute si les pays sont autant endettés, si les banques sont en si mauvaise forme. Mais elles font l'effet d'un accélérateur d'incendie. Nous aurions aimé interroger sur place ces enquêteurs épinglés pour leurs évaluations d'entreprises et même d'États entiers. Mais nous voilà renvoyés vers leur filiale à Francfort pour y trouver l'un de ces accélérateurs d'incendie en chair et en os. Je dirais plutôt que dans une situation difficile comme celle que nous traversons, les notations sont un peu le roc dans la tempête. Je pense que Standard & Poor's est l'un des seuls à ne pas s'être laissé influencer, à avoir gardé son indépendance dans la tempête. Les marchés peuvent compter sur nous pour leur communiquer la décision que nous avons prise dès que nous sommes sûrs qu'elle est la bonne, et leur dire le fond de notre pensée au vu de nos analyses. Un roc dans la tempête. Voilà qui serait encourageant si nous ne savions pas déjà que rien n'est immuable en ces temps de crise, à commencer par les verdicts cinglants des agences de notation. En effet, peu après notre visite début novembre 2011, Standard & Poor's s'est exposé à la risée des marchés en abaissant par erreur la note de la France. Et pourtant, chez Standard & Poor's Allemagne, on est toujours persuadé que les agents de notation sont un des derniers garants de stabilité dans un monde de la finance voué à l'éphémère. La fiabilité reconnue de nos évaluations prouve que nous sommes capables d'établir des pronostics de solvabilité très exacts dans la plupart des cas. C'est pourquoi les marchés suivent le plus souvent l'avis des agences pour décider de leurs investissements. Assez d'autopromotion. Retournons voir Sandra Navidi à Manhattan. En tant qu'analyste indépendante, elle peut émettre un avis plus nuancé sur les augures tout-puissants du marché financier et sur leurs prophéties. Ce que les agences estiment, c'est surtout la probabilité de défaillance des débiteurs. Et cela, c'est positif. Cela va dans le sens de la protection des créanciers, de ceux qui mettent leur argent à disposition. Les compagnies d'assurance notamment, qui mettent l'argent de tous leurs assurés dans un pot commun. Les notations les protègent contre l'insolvabilité de leurs débiteurs. Mais ces agences de renseignement mondial vont bien au-delà. Elles font de la politique et peuvent ruiner des États entiers. Les pays dont les agences abaissent la note sont obligés de réduire leurs dettes, car plus elles sont élevées, plus cela leur revient cher. Mais quand un pays épargne pour réduire ses dettes, cela freine gravement son économie. Résultat, les agences de notation abaissent encore sa note et la spirale descendante s'enclenche. Grâce à notre analyste, nous allons pouvoir nous infiltrer chez un géant de l'information financière, le groupe de Michael Bloomberg, le maire de New York. Ce trust montre une fois de plus combien la politique et le secteur privé sont imbriqués ici. Sandra Navidi a rendez-vous devant les studios de Bloomberg TV avec Niall Ferguson, historien, auteur d'ouvrages à succès et analyste percutant de la crise actuelle. On a largement accusé les agences de notation d'avoir contribué à la crise. Pensez-vous qu'il y a du vrai et comment y remédier? C'est l'argument que j'ai avancé dans mon livre « L'irrésistible ascension de l'argent ». Les agences ont effectivement une responsabilité car elles se sont clairement trompées dans leur évaluation de nombreux produits financiers cotés.
C'est très inquiétant, ces agences de notation qui se prennent pour Dieu le Père et ruinent des pays entiers. Comment pourrions-nous stopper cette spirale? C'est difficile, car les accords internationaux obligent les organes de contrôle à utiliser ces notations. Du coup, je ne vois pas comment les choses pourraient changer tant que les notations feront partie intégrante de notre système de régulation. Pour moi, c'est une grosse anomalie de notre système financier. Tant que des gens paieront ces agences pour qu'elles évaluent leurs propres titres, tant que l'on maintiendra ce conflit d'intérêts, le système générera des instabilités. Vous l'aurez remarqué, nous avons quitté notre petit marché pour un marché d'un autre type, la bourse aux valeurs de Francfort. Professeur Heidorn, tout à l'heure au marché, on voyait très bien quels étaient les produits, qui était le vendeur et qui négocie avec qui. Ici, c'est un peu plus abstrait. Je ne vois que des chiffres, des sigles, des lettres et des hommes et des femmes devant des ordinateurs. Qui négocie ici? Avec qui et quels produits? Ce que vous voyez sur ces tableaux, ce sont les abréviations qui correspondent aux différentes actions. Cela permet de vérifier comment la valeur d'une action évolue. Ce que nous voyons ici n'est pas très différent de ce que nous avons vu au marché. C'est aussi la rencontre entre l'offre et la demande. La grande différence, c'est que les produits sont beaucoup plus abstraits. Ici, nous n'entendons que le cliquetis des cours qui montent et descendent. Combien d'argent transite ici par mois? Ici, le volume traité chaque mois est de 300 milliards d'euros environ. Ce sont de relativement grosses sommes, en effet, mais cela signifie aussi que les achats se font souvent à très court terme. Il est courant qu'une action soit rachetée et revendue plusieurs fois dans la journée. Ces 300 milliards ne sont pas là, je vous le promets. Regardez, il n'y a rien dans les poches de mon pantalon. À part un vieux mouchoir en papier. Oui, mais ça, je ne peux rien en tirer. Franchement, en quoi une place boursière comme celle-là me concerne-t-elle si je n'ai pas d'argent à placer? La plupart d'entre nous prennent leurs précautions pour assurer leur retraite et investissent dans un fonds d'action ou une assurance vie. Si c'est votre cas, vous êtes concerné car ces mouvements influent sur votre future retraite. C'est-à-dire que si les actions montent à moyen terme, vous aurez beaucoup plus d'argent à la retraite. Autrement dit, c'est cette salle qui décide si je me nourrirai de vieux trognons tout secs ou... Si tu pourras t'offrir du mousseux. Ici, on trouve des informations sur votre futur train de vie. Mais cette salle des marchés ne fait que réunir des gens. Ce n'est pas elle qui fait les prix. Grand merci à vous. On l'a entendu, des sommes phénoménales se vendent et s'achètent à court terme. Alors, en tant qu'acteur du marché, on a vraiment intérêt à savoir où va cet argent. Et c'est là que notre géant new-yorkais de l'information économique et financière intervient. Pas d'agence de presse sans informateur professionnel. Bloomberg, le fournisseur d'informations économiques, en emploie 13 000. Ce réseau, qui couvre tous les continents, est capable de transmettre la plus petite fluctuation quasiment en temps réel. Et pour l'heure, le chiffre d'affaires du Mania est toujours florissant malgré la crise. Il dépasse les 7 milliards de dollars. Car à New York, tous les courtiers, banquiers et autres spéculateurs boursiers sont accros au service de Bloomberg. Bloomberg est très influent. C'est l'un des plus grands groupes médiatiques du monde. Il possède une agence de presse, de nombreuses chaînes de télévision et stations de radio, et une maison d'édition, toutes spécialisées dans la finance. L'information est tout à Wall Street. C'est pour cela que les acteurs du marché ont tant besoin de Bloomberg, et qu'ils l'écoutent à longueur de journée, que ce soit à la télévision, sur leurs écrans d'ordinateur ou maintenant sur leurs tablettes électroniques. Ils vérifient les nouvelles en permanence, car les premiers informés ont déjà une longueur d'avance. Mais si l'ambiance est toujours survoltée dans la capitale économique américaine, elle ne parvient plus à masquer la déstabilisation permanente des marchés. L'âge d'or est terminé. Depuis le crash de Lehman Brothers, les annonces de catastrophes se succèdent et font déjà partie du train-train de la grosse pomme.
Il ne faut pas oublier que la crise date de 2007. Alors on s'y est habitué. En 2007, 2008, on tremblait en permanence. On était effrayé à l'idée que tout le système déraille. Entre-temps, c'est devenu l'état normal. Même le pire scénario ne nous impressionne pas plus que cela. Tant que le système financier ne s'effondre pas du jour au lendemain, nous nous estimons heureux que les opérations financières continuent et que tous les contrats soient maintenus. Apparemment, même à New York, la crise rend modeste. Les prophètes de la croissance éternelle et sans entrave se heurtent à leurs propres limites, ainsi qu'à une armée d'adversaires beaucoup plus forts qu'il n'y paraît, et dont ils n'ont pas fini d'entendre parler. Nous revoici à Francfort, toujours dans la salle des marchés, et nous avons rendez-vous avec un agent de change, Dirk Müller. Vous travaillez dans cette salle mythique depuis les années 90. Comment les choses ont-elles évolué durant toutes ces années? De façon extrême. Avant, les courtiers traitaient entre eux ici. Tout marchait à la confiance. La bourse fonctionnait à la criée. On se servait très peu de machines. Tout se faisait par écrit. Aujourd'hui, ce ne sont quasiment plus que les ordinateurs qui négocient entre eux. Et ils n'ont pas de morale, pas de savoir-vivre. Ce qui importe, c'est de s'arnaquer. Autrefois, ça ne se faisait pas entre courtiers. On se respectait et l'on voulait travailler longtemps ensemble. Ça générait une grande tranquillité. On dirait qu'on ne se dit plus jamais « bonjour », mais « oh, navré ». Comment les marchés sont-ils devenus aussi puissants? Ça a considérablement changé. Les marchés ont de plus en plus de pouvoir. Ils décident de tout en matière d'argent, le commerce. Avant, c'étaient les entreprises elles-mêmes qui faisaient bouger les cours. Aujourd'hui, ce sont les paris, des paris extrêmes, qui déterminent le sort d'une entreprise et sa valeur à venir. C'est une alliance diabolique. Avant, on investissait dans des actions sur le long terme. On mettait son argent à la disposition d'une entreprise pendant des mois, des années. Aujourd'hui, on ne fait plus que des paris sur les entreprises, et elles-mêmes n'en tirent aucun profit. Mais sincèrement, c'est possible d'échapper à ce système? Allez, Robin des Bois. Échapper au système, cela dépend ce que l'on entend par là. Le métier tel que nous le pratiquons ici depuis des décennies induit très peu de paris de ce genre. Mais la spéculation est nécessaire, à petite dose. Elle fait partie du système. Imaginez, vous voulez acheter 500 actions Daimler. Vous voulez en vendre 700. Si je vous mets en contact, il en reste 200. Elles ne m'intéressent pas, mais je les prends pour égaliser. Bien sûr, je vais spéculer. Je vais chercher à m'en débarrasser dans les minutes qui suivent. Dans ce cas, la spéculation est un moyen d'égaliser pour réunir les intérêts de deux investisseurs. C'est tout à fait différent s'il s'agit d'un pari. Si je n'ai pas de rôle d'intermédiaire et ne fais que miser sur la hausse ou la baisse à court terme. Évidemment, si vous achetez des actions Daimler, vous espérez qu'elles vont prendre de la valeur. Mais il y a une différence entre s'intéresser à Daimler pendant plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, et n'entrer dans l'affaire que pour en ressortir 2 secondes plus tard. C'est ce que nous devons limiter. Un peu de spéculation ne nuit pas. Un spéculateur pour 10 investisseurs, ça va. Mais si pour un investisseur, vous avez 10 spéculateurs, ce sont eux qui vont déterminer le résultat du match. Au foot, la justice s'en mêle, alors qu'à la bourse, il y a un gros chèque à la clé. À votre avis, un mouvement de contestation mondiale peut-il exercer une pression suffisante pour provoquer un changement de mentalité à l'intérieur du système? Cela ne peut venir que de là. Seule la rue peut obliger la politique à reprendre son rôle, c'est-à-dire celui d'un juge impartial qui pose des limites de façon que chacun, citoyen, entreprise, banque, puisse évoluer librement sans nuire à l'autre. Tout cela, on l'a oublié. Les dirigeants politiques ne comprennent plus le fonctionnement des marchés financiers. Alors ils se font expliquer tout cela par les banques elles-mêmes, qui profitent de leur influence pour les rallier à leur cause. Évidemment, ces liens étroits entre politique et finance font que nos dirigeants politiques perdent leur indépendance et ne prennent plus les bonnes décisions. Dans ces conditions, seul le peuple peut rappeler leur rôle aux politiciens, les obliger à s'affranchir des banques et à prendre des décisions impartiales pour tous. Dans cette mesure, le mouvement des indignés est extrêmement utile. Alors, fini le grand amour? Oui, fini le grand amour. Il faut prendre des décisions radicales, ne garder que l'indispensable dans le monde de la finance. Nous devons réfléchir à ce qui est judicieux pour la société, à ce dont nous avons besoin ou pas, à ce qui est même nuisible à la société. Et ça ne me paraît pas si compliqué à mettre en œuvre. Grand merci à vous.
Dirk Müller vient de nous le dire, la pression doit venir de la rue. Et déjà, le mouvement Occupons Wall Street rassemble un grand nombre de mécontents. Ce mouvement s'est créé à New York pour dénoncer les abus du capitalisme financier. Le calme règne tout autour de Wall Street en ce premier mercredi de novembre 2011. Mais la police marque son territoire, car les fougueux opposants à la toute-puissance des banques ont planté leur village de tentes à quelques rues seulement. Malgré ce déploiement de force, Sandra Navidi espère encore une désescalade dans le conflit qui couve depuis des semaines. Jusqu'ici, tout s'est déroulé dans le calme, et rien ne laisse encore présager de violences à venir. Mais les autorités ont pris des mesures énergiques, comme ici à New York, à Oakland et dans d'autres villes. Même si jusque-là c'est resté bon enfant, on a là une vraie poudrière. Les gens sont très remontés, et les Américains sont armés. Donc il faut vraiment contenir tout risque de débordement. Quelques semaines plus tard, la situation s'envenimera ici aussi, devant la bourse. Coups de matraque, arrestation massive, c'est la fin provisoire d'un dialogue dont Sandra Navidi espérait beaucoup elle aussi. Car bien que très proche du petit monde de Wall Street, elle a beaucoup de sympathie pour ceux qui l'occupent. Je pense que c'est un mouvement à prendre très au sérieux. Et je peux les comprendre. Les gens ont leurs raisons pour réagir ainsi. Je n'irai pas jusqu'à dire que le monde de la finance n'est que magouille. Mais du point de vue de ceux qui n'en font pas partie, c'est un cercle impénétrable et qui défend peu leurs intérêts. L'écart en termes de richesse s'est extrêmement creusé ici ces 30 dernières années. Et les gens ont de nombreuses raisons de protester. Durant quelques semaines après sa création spontanée, le mouvement, bien que qualifié de scandaleux par le maire de New York Michael Bloomberg, semble avoir au moins provoqué une réflexion prudente chez les représentants du grand capital. Nous voici devant le siège new-yorkais de la Deutsche Bank, l'un des bastions de la finance contre lesquels le mouvement Occupy Wall Street s'insurge. Curieux hasard, nous voilà témoins d'une scène inouïe. Une centaine de militants se sont réunis dans le hall de la banque pour une conférence sur les dérives des opérations à terme. Et, à notre plus grande surprise, on ne les déloge même pas. Que se passe-t-il ? La banque a certainement cherché à désamorcer le conflit pour éviter l'escalade. Pendant un court moment, un vaste débat a semblé possible dans la capitale de la finance. Pour Sandra Navidi, en tout cas, les banderoles et les tentes des anti-Wall Street avaient autant leur place dans cette ville que les gratte-ciel des quartiers d'affaires, même s'ils ne regardent pas Bloomberg TV et sont même interdits de mégaphone par décret. On va nous donner 15 millions. Merci. Le projet audacieux de redistribution complète des richesses et d'abolition de la toute-puissance des banques leur a attiré énormément de sympathie. Aux États-Unis, 1% de la population contrôle la moitié ou même 2 tiers du capital. Et nous, les 99% restants, nous n'avons que très peu d'argent et aucun pouvoir. Alors, nous voulons changer cela radicalement. En principe, en tant que conseillère financière, Sandra Navidi est plutôt de l'autre camp. Mais en ces temps de renouveau, bien des barrières commencent à glisser. Je les respecte. Il y a beaucoup de gens très intelligents et très instruits parmi eux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas tous aussi bien réussi, comme on dit, que les maîtres de la finance internationale, que leurs avis ne méritent pas autant d'être écoutés. Ils ont un point de vue à défendre eux aussi, et je prends leur réticence très au sérieux. Respectable pour Sandra Navidi, indésirable pour d'autres, 2 jours après notre impressionnant périple new-yorkais, la police a entièrement évacué le village des manifestants. Ceux qui n'ont pas fui assez tôt ont été arrêtés. Ces combattants pour un ordre nouveau font tache dans la capitale financière américaine. Les empêcheurs de boursicoter en rond ont disparu pour le moment. Leur rêve d'un Wall Street entièrement réformé, visiblement non.
Une dernière fois, nous quittons New York pour nous retrouver devant le taureau et l'ours emblématique de la bourse de Francfort. Au début de cette émission, nous ressentions déjà un certain malaise, Gunnar et moi. Et honnêtement, après ce bref aperçu des marchés financiers, notre malaise est plutôt encore plus grand. Nous n'avons malheureusement pas de solution à vous proposer. Mais ce que nous a dit notre expert des salles des marchés, Dirk Müller, nous plaît bien. Il faut réformer notre système de marché financier. Et pour cela, c'est de la rue que doit venir la pression nécessaire. Oui, vivement le jour où nous pourrons accrocher cette pancarte au cou du taureau. Attention. En attendant, à la prochaine. C'est chouette, non ?